sommes ici. Je suis Armand Denegre du Brésil. On a les copains ici du Mali, du Sénégal, de la Belgique, de la France, du Maroc, de la Corée du Sud, du Rwanda, de Genève, qui sont ici de l'Institut de recherche en développement social des Nations Unies. Et notre copine de l'Association médicale de la Turquie, aussi des réseaux des Philippines et de l'Asie du Sud et du Sud-Ouest, et les copains dans la délégation du Brésil qui est là. L'après-midi, on va avoir deux sessions, ça veut dire deux tables rondes qui vont composer la session de l'après-midi. Et ce matin, avec les éléments généraux qu'on a appris pour les débats stratégiques, politiques de la situation du droit aux protections sociales dans le monde et les défis de l'agenda international dans ce moment, on va, avec ces idées dans la tête, rentrer en une sorte de séquence des situations régionales, y mettre à preuve ces débats au sujet de la stratégie, de la tactique vis-à-vis les droits en direction au système universel de protection sociale. Okay? On va avoir un premier panneau, une table ronde qui sera dédiée à la question latino-américaine et spécialement brésilienne dans ce contexte. Et après, on va avoir un regard sur la région ici où nous sommes, avec les copains de la Tunisie et du Maroc, qui nous vont parler des enjeux dans la région et la lutte pour les protections sociales universelles. Nous sommes d'accord là? Ok? On a un limite de temps pour finir parce qu'on dépend toujours de la bonne santé des interprètes, qu'on ne doit pas trop pousser. On a 3 heures de travail avec interprétation jusqu'à 5h30, plus ou moins. Et c'est très important qu'on fasse des exercices bien disciplinés du temps. C'est pour ça on va diviser les deux blocs, non? On va avoir autour de 1h30 pour chacun. Je demande les expositions d'être bien précises autour de 15 minutes pour faire les débats qu'on doit faire en relation à les présentations du matin dans le contexte des régions qu'on va voir aussi et avec une idée de conclusion de la journée avec des indications qu'on doit prendre pour développer dans le document final de cette session de travail, mais aussi pour penser les pas qu'on va discuter demain après-midi, des stratégies et des actions qu'on peut mener ensemble. Non? Ça veut dire qu'on va, à la fin de la journée, faire l'identification de ces éléments pour l'action future. Bon, avec ça, j'invite les autres participants de cette session à Socorro qui à Genève et peut venir ici les deux. Le mouvement de journal. Ah oui? Vous voulez quoi? Les mouvements sur les lieux. Toi, tu peux parler ça. Vocês vão ocupar data show, Socorro? Vocês vão ocupar? Não, isso aqui não. Desliga. Não, vamos lá. Eu vou falar primeiro. No contexto da dinâmica. Então, eu vou sentar lá. Não, pode ficar aqui. Eu vou falar de pé. Você fala de pé, não consigo falar assim. Quebra a energia. Vem mais pra cá pra falar. Bon, on va commencer cette session. Je suis en chargé de faire un bref... Ok. Je vais faire une brève description et analyse de la situation latino-américaine dans ce contexte de protection sociale. Comme vous savez, l'Amérique latine vient de vivre pendant les dernières 15 années, plus ou moins, 20 années, un procès où plusieurs pays ont adopté des cartes constitutionnelles où les droits aux protections sociales est plus ou moins établi. Plus ou moins, je dis parce qu'il y a des variations d'un pays à l'autre. Mais ces conquêtes au niveau des textes constitutionnels ont été exactement la conséquence d'un procès de redémocratisation qui a suivi des gouvernements militaires dans la région, non, depuis
surtout les années 70-80, qui ont laissé une marque profonde dans les sociétés, du point de vue de la manque d'une démocratie politique plus profonde, plus bien établie dans la société, mais qui surtout ont laissé à la suite les marques d'une doctrine économique, ça veut dire le néolibéralisme, qui est installé d'une façon particulièrement détruisante dans les sociétés latino-américaines. Vous savez qu'il y a pas mal de gouvernements latino-américains qui ont subi des chutes politiques parce qu'il y avait des conflits sociaux importants et surtout dérivés des conflits économiques. Non? Et on a eu un moment où presque tous les gouvernements élus étaient élus dans la perspective d'une doctrine néolibérale dans la région, d'après une crise sociale et économique importante dans les années 70-80. Alors à la fin des 80, on avait dans le gouvernement du Brésil Collor de Mello, et Salinas de Gortari au Mexique, et on a eu Carlos Menem en Argentine, on a eu Fujimori en Pérou. Ça veut dire une onde spectaculaire de néolibérales qui sont arrivés, qui ont empêché la privatiser, qui ont dit qu'il n'y avait pas d'autre solution qui n'était pas dans le champ de la privatisation. Et ça a marqué toute une décennie en plus qui ont détruit vraiment les capacités de l'État de répondre aux besoins sociaux. Et c'était justement dans la perspective de la reconstruction de quelques références sociales importantes qui ont apparu des leaders politiques qui ont vaincu dans les élections avec une autre proposition. Des propositions qui ne sont pas exactement les mêmes dans tous les pays, mais qui ont établi un compromis constitutionnel fréquemment avec l'idée de la première chose, c'était justement changer la Constitution et établir des relations entre l'État et la société qui étaient basées plutôt dans les droits économiques et sociaux des gens, avec beaucoup d'investissements au niveau des protections sociales dans plusieurs domaines. Dans ces contextes, les contradictions elles ne sont pas disparues. Ça, c'est important de comprendre. Le fait que le Brésil a adopté une constitution basée dans l'idée de citoyenneté, du droit, en 88, l'Équateur, la Bolivie, le Venezuela ont fait les mêmes, même plus récemment, il y a 12-13 ans au moins. Et que dans le procès de redémocratisation en Argentine, au Uruguay, et même au Paraguay, ils sont faits des procès qui n'ont pas nécessairement changé la constitution, mais ils ont adopté des politiques plutôt dévouées aux besoins des peuples. On a encore des contradictions assez importantes. Parce qu'évidemment, la transformation des sociétés latino-américaines demande beaucoup plus que simplement le changement des lois. Mais la conquête des lois, c'est important, il n'y a pas de doute à ce sujet-là. Mais la trajectoire de faire matériel les lois est encore quelque chose qui est en marche. Il y a 2 semaines, j'étais en Équateur, avec le gouvernement d'Équateur, parce que justement, il y a une discussion qui est bien illustrative du moment où nous sommes maintenant. Et la constitution équatorienne établit les droits à la sécurité sociale. Et le président Correa, qui vient d'être réélu, il a demandé une étude pour savoir combien coûte la universalisation. Non? Ça, c'est une question intéressante. Ça veut dire, pas simplement mettre dans la loi, mais il y a un moment où on doit faire matériel ces débats. Différemment d'autres pays, je crois même le cas brésilien où les protections sociales ont avancé, mais nous sommes sous-financés, il n'y a pas assez d'argent pour faire l'universalisation. Correa a demandé une question qui c'est logique si on veut faire réelle l'universalisation, que c'est demander combien ça coûte. Et pas plus. Ça veut dire change ce qu'il a dit ce matin. Il n'est pas plus une question de comptabilité fiscale, c'est la comptabilité sociale. Il veut savoir combien ça coûte pour discuter d'où est-ce qu'on va prendre l'argent, comment est-ce qu'on va produire les ressources nécessaires. C'est pour ça que dans la discussion qu'on a fait il y a 2 semaines en Équateur, on est arrivé à la conclusion que les budgets de santé devraient sortir des 3,7% du produit interne brut du pays, du PIB, à 9% pour pouvoir être universel.
avec tous les services nécessaires. Ça veut dire que c'est un saut important que le gouvernement doit soutenir politiquement, que le gouvernement doit chercher les moyens de le faire. Il doit regarder les status de l'économie maintenant pour pouvoir faire la projection des compromis de produit interne brut dans cette direction. Mais en même temps, le gouvernement a décidé d'éliminer toute la fragmentation du système de santé actuel. Ça veut dire que la sécurité sociale, qui couvre 13% du peuple équatorien, va être intégrée avec le ministère de la Santé, qui aujourd'hui couvre 70%, avec les services de santé militaire, avec les services de la police. On va mettre tout ça ensemble. On va même mettre dans le concept de public des services qui sont des droits privés, mais qui sont en majorité payés par l'État, comme la Fondation équatorienne du cancer, qui vont être tout devenus un système public national unique. Avec ça, je veux illustrer les défis qu'on a aujourd'hui en Amérique latine. Ça veut dire qu'on doit traduire la loi dans des dispositions politiques, institutionnelles, nouvelles, et en même temps résoudre le problème du financement qui va avoir un impact énorme sur l'organisation de la force de travail aussi, parce qu'en faisant cette unification, on veut mettre ensemble tous les travailleurs de la santé disponibles dans le pays, dans le système public, un nouveau système public, et on doit résoudre le problème des salaires qui doit être correctement établi pour pouvoir soutenir une dédication dans le système public. Sinon, on va avoir toujours une tension avec les systèmes privés. Et par contre, il y a une chose importante de dire aussi, est-ce que si on arrive à avoir une majorité de prestations de services d'après les services de l'État, on peut contrôler la dynamique du marché en santé. Que c'est un marché assez complexe qui, pour pouvoir dominer, on doit nécessairement avoir la majorité de la provision dans la main de l'État, sinon la régulation devient très difficile. Spécialement si on va établir l'accès à tous les domaines de l'assistance en santé. La même discussion en Équateur est faite maintenant pour le système de pension et pour l'assistance sociale. Ça veut dire la universalisation demande aussi définir combien ça coûte, comment est-ce qu'on fait ça, et comment est-ce qu'on va développer l'architecture de financement en même temps que l'architecture de la provision des services. Je crois que c'est un exemple nouveau, intéressant, et on pourrait discuter ça dans des contradictions qui sont beaucoup plus complexes. Dans les cas vénézuéliens, par exemple, où il y a beaucoup plus d'argent pour financer les systèmes, mais les systèmes n'arrivent pas à constituer un seul système. On a un système d'émission avec les Cubains au Venezuela, qui ont plus de 20 000 travailleurs en santé cubains à Venezuela, qui travaillent en échange de pétrole pour services, basiquement, du point de vue économique. On a tout un système vieux, le système public, qui est bien sous-financé. Il y en a en Venezuela, en contradiction à tout ça, un énorme secteur privé qui a grossi avec l'argent de l'État. Parce que les travailleurs de l'État, ils ont des assurances privées, Ça veut dire qu'ils ont des assurances où les prestataires de services sont des cliniques privées, payées par l'État, d'une façon assez importante. Et qu'il y a tout un mouvement qui nous sommes partie de ces mouvements, qui fait la contestation de ce type d'achat de l'État sans des règles claires et sans incorporation de ces services dans le système public d'une façon formelle, avec les contrats publics. Ce sont les contradictions d'un système comme le Venezuela qui est arrivé à faire l'accès de tous les peuples aux services, de tous les niveaux de complexité. Le peuple a les services au Venezuela, mais dans un modèle qui est économiquement pas soutenable. C'est ça le problème. On calcule que la dépense publique en santé, les fonds publics en Venezuela pour santé, c'est déjà autour de $2 400 per capita. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
On pourrait avoir un système de luxe, hein, c'est un problème, mais le problème c'est la façon comme cet argent il est dépensé dans le système. Ça veut dire que tout ça, c'est l'Amérique latine en ce moment. On a eu des avances importantes vers le droit à la santé, mais en même temps, on n'a pas été capable jusqu'à l'instant de faire des transformations institutionnelles assez fortes pour changer la façon comme les statuts de droit qu'on arrive à avoir progressivement s'installent dans l'organisation de l'État. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire, malgré les nouvelles constitutions, dans le sens de la réforme politique de l'État, la réforme de l'État, la réforme des institutions de l'État, pour vraiment incorporer un État orienté vers les droits humains et avec une idée de l'économie politique des systèmes de protection sociale qui soit plus consistant. Bon. Avec ça, je vais simplement dire des défis qu'on a, qu'on nous sort des deuxième génération des problèmes, après quelques victoires importantes du point de vue de concept constitutionnel des droits, mais qu'on doit aller plus profondément entrer dans l'organisation des relations publiques-privées, l'organisation de la force de travail en santé, la dynamique des marchés, qui est présent et très important. Et pour le temps, les besoins de placer santé avec des autres domaines de la protection sociale. Ça veut dire, on ne peut pas penser santé. Je dis santé parce que la majorité ici, ce sont des gens qui viennent du champ de la santé, mais qu'on doit, n'importe, soit assistance sociale, soit la protection au travail, soit le système de pension, on ne peut pas prendre un côté, une dimension de protection sociale isolée, soit éducation, soit habitation, isolée, parce que si on laisse ça isolé sans comprendre l'architecture générale de protection sociale, on ne va pas avancer vers la restructuration de la réponse de l'État et surtout on ne va pas avancer vers la consolidation des systèmes de financement et des établissements des réponses publiques plus rationnelles pour articuler. Mais avec ça, je vais vous inviter à être plus attentifs au procès latino-américain parce qu'il y a pas mal de choses importantes qui sont en marche. Je ne rentre pas dans les cas brésiliens parce que mes collègues vont parler de ça, mais simplement pour vous donner une idée des moments qu'on vit en Amérique latine, c'est très intéressant, mais avec beaucoup de contradictions. Il y a une anecdote finale qui est intéressante. Est-ce que le gouvernement de la Bolivie, que vous savez, la Bolivie c'est un des pays plus pauvres de l'Occident, mais qu'avec le gouvernement d'Evo Morales a fait quelque pas remarquable d'après le changement, la nouvelle constitution. La première chose est que la Bolivie, je crois que c'est le seul pays du monde qui dans les dernières années a réduit l'âge pour la retraite. Ça veut dire que l'âge pour la retraite en Bolivie aujourd'hui c'est 55 ans. Et la réduction d'âge pour la retraite était la conséquence justement d'une vision que l'expectative de vie doit être considérée pour définir l'âge de la retraite. Et c'est justement ce qu'on ne pense pas dans plusieurs autres pays. Là-bas en Bolivie, on considère qu'on doit réduire l'âge de la retraite parce qu'il y a un niveau des dégâts de la vie des gens qui oblige l'État à considérer que la survie après la retraite était réduite et on doit faire une adéquation par l'instant. Et en même temps, la Bolivie a décidé d'avoir un système unique universel de santé. Mais la principale opposition à cette initiative du gouvernement est justement dans la centrale ouvrière bolivienne, parce que là-bas, dans la centrale ouvrière, sont le secteur formel, les travailleurs formels, tous les employés de l'État qui ont été historiquement protégés par la sécurité sociale basée dans les contributions sociales liées au travail. Et dès que le gouvernement décide d'intégrer tous les services de la sécurité sociale traditionnelle avec le ministère de la Santé et tout, il a une opposition justement du secteur organisé des travailleurs qui sont contre cette universalisation. Ça, c'est simplement pour illustrer la complexité des mouvements qu'on a dans une société qui ne reconnaît pas que les droits sont droits solidaires de tous, et que cette solidarité implique qu'on ne peut pas diviser
les citoyens par catégorie de travail formel, informel, non, pour régime de travail, mais qu'on doit avoir une identité commune qui finalement c'est la citoyenneté devant l'État. Alors, avec ça, j'invite les collègues du Brésil pour suivre cette page. Merci.